20 médecins entouraient son lit d'hôpital, secouant la tête. La vie de cette policière s'évanouissait, et personne ne savait pourquoi. Mais alors, à travers les barreaux de sa cellule, un prisonnier murmura 3 mots glaçants. Ce qu'il avait vu, les médecins l'avaient manqué, et sa découverte changea tout. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire va vous stupéfier. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de commenter l'endroit d'où vous regardez. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La détective Sarah Martinez avait toujours été la personne la plus forte dans n'importe quelle pièce. À 34 ans, elle imposait le respect dans les rues du centre-ville de Phoenix. Ses collègues officiers l'admiraient. Les criminels la craignaient, mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant qu'elle était inconsciente dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital général de Phoenix. Son corps menait une bataille que la science médicale ne pouvait identifier. L'appel était arrivé à 3h47 du matin. Un officier à terre. Sarah s'était effondrée lors d'une patrouille de routine. Son partenaire l'avait trouvée en convulsion sur le sol, à côté de leur voiture de patrouille. Pas de blessure par balle, pas de signe de traumatisme, juste une policière en bonne santé luttant soudainement pour sa vie sans explication. Le docteur Rebecca Chen, chef de la médecine d'urgence, avait vu des milliers de cas au cours de ses 20 ans de carrière. Elle avait géré des overdoses, des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des empoisonnements. Mais le cas de Sarah défiait tous les protocoles de son arsenal médical. Les symptômes n'avaient aucun sens ensemble. Crise d'épilepsie, détresse respiratoire, arythmie cardiaque, dysfonctionnement neurologique. Chaque symptôme pointait vers différentes affections, mais aucun des tests ne confirmait un diagnostic. En quelques heures, l'hôpital général de Phoenix avait réuni son équipe médicale la plus prestigieuse, des neurologues, des cardiologues, des toxicologues et des spécialistes des maladies infectieuses. Chaque médecin a apporté son expertise et a effectué ses tests. Chacun est reparti bredouille. Les analyses sanguines de Sarah n'ont révélé aucune anomalie. Ses scanners cérébraux n'ont révélé aucun traumatisme. Son cœur semblait structurellement sain, mais elle continuait de se détériorer. Le docteur Marcus Webb, chef du service de neurologie de l'hôpital, se tenait au chevet de Sarah, examinant les derniers résultats de ses tests. L'électroencéphalogramme montrait une activité cérébrale chaotique. Ses pupilles réagissaient lentement à la lumière et ses fonctions motrices avaient considérablement diminué depuis son admission. Le temps pressait, mais la cause restait invisible. Le service de police avait lancé sa propre enquête. Les affaires internes ont examiné les affaires récentes de Sarah, à la recherche de motifs potentiels de vengeance. Avait-elle arrêté quelqu'un de dangereux, témoigné contre un criminel violent ou s'était-elle fait des ennemis dans la rue? La capitaine de police Rita Vasquez a personnellement examiné chaque dossier des 6 derniers mois. Rien ne ressortait. Sarah avait été professionnelle, minutieuse et respectueuse des règles. Aucune menace évidente, aucun incident inhabituel. Pendant ce temps, l'équipe médicale poursuivait désespérément sa recherche de réponses. Le docteur Lisa Park, la meilleure toxicologue de l'hôpital, avait effectué tous les tests de détection de poisons disponibles, métaux lourds, composés organiques, drogues de synthèse et toxines biologiques. Les résultats revenaient systématiquement négatifs ou non concluants. Ce qui attaquait le système de Sarah restait indétectable par les méthodes de tests conventionnelles. 3 étages au-dessus de l'unité de soins intensifs, la prison du comté occupait les 2 derniers étages du complexe médical. C'était une disposition inhabituelle, mais l'hôpital général de Phoenix servait de principal établissement médical pour les détenus du comté. Le quartier pénitentiaire accueillait les prisonniers nécessitant des soins médicaux prolongés, une évaluation psychiatrique ou ceux qui étaient trop dangereux pour les établissements de détention standards. Parmi ces détenus se trouvait Marcus Thompson, qui purgeait sa 3e année d'une peine de 7 ans pour vol à main armée. Mais Marcus n'était pas un criminel de carrière typique. Avant son arrestation, il avait été ambulancier paramédical pendant 12 ans. Il avait travaillé dans des salles d'urgence, des équipes d'ambulance et des centres de traumatologie. Ses connaissances médicales étaient vastes, ses instincts de diagnostic aigus. La prison n'avait pas émoussé ses compétences, mais les avait simplement réorientées vers l'aide aux autres détenus ayant des problèmes médicaux. Marcus avait entendu des rumeurs concernant la policière qui se battait pour sa vie en bas. En prison, les nouvelles circulaient vite, surtout lorsqu'il s'agissait des forces de l'ordre.
La plupart des détenus exprimaient leur satisfaction face à la souffrance d'un policier. Marcus se sentait différent. Ses années en tant qu'ambulancier paramédical l'avaient formé à voir d'abord les patients, puis les insignes. Quelqu'un était en train de mourir, et cela le dérangeait, quelle que soit sa profession. Le quartier médical de la prison partageait certaines installations avec l'hôpital principal. Les prisonniers nécessitant des soins spécialisés étaient parfois transportés dans les couloirs de l'hôpital sous forte garde. Marcus avait développé des relations avec plusieurs membres du personnel hospitalier lors de ses urgences médicales et de ses traitements. L'infirmière Patricia Williams avait travaillé avec lui lors de son appendicectomie l'année précédente. Elle avait été impressionnée par ses connaissances médicales et son comportement professionnel. Le 4e jour de Sarah à l'hôpital, Marcus rencontra Patricia lors de son rendez-vous médical de routine. Elle avait l'air épuisée, stressée au-delà de son calme habituel. En tant qu'ambulancier paramédical expérimenté, Marcus a reconnu les signes de professionnels de la santé confrontés à un cas impossible. Semaine difficile ? Demanda Marcus alors que Patricia vérifiait sa tension artérielle. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant de l'intimité, puis acquiesça. Nous avons une patiente en bas, une policière. 20 spécialistes ne parviennent pas à comprendre ce qui ne va pas chez elle. Elle est en train de mourir, et nous sommes impuissants. Marcus écouta attentivement Patricia décrire les symptômes. Crise d'épilepsie, irrégularité cardiaque, déclin neurologique, détresse respiratoire. Son esprit d'ambulancier paramédical a commencé à traiter l'information, à la recherche de schémas que les médecins de l'hôpital auraient pu manquer. Est-ce que quelqu'un a envisagé des facteurs environnementaux ? Demanda Marcus, quelque chose auquel elle aurait pu être exposée pendant son service de patrouille. Patricia secoua la tête. Ils ont tout testé, drogue, poison, infection et affection génétique. Rien ne correspond à sa présentation. Ce soir-là, Marcus était allongé dans sa cellule, pensant à l'affaire. 20 médecins signifiaient que l'hôpital avait réuni ses meilleurs esprits. S'ils ne trouvaient pas la réponse, la cause devait être quelque chose d'inhabituel, quelque chose en dehors de la pensée médicale standard. Ces années de réponse aux appels d'urgence lui avaient appris que parfois les explications les plus évidentes étaient les plus difficiles à voir. Le lendemain matin a apporté des nouvelles dévastatrices. L'état de Sarah s'était aggravé pendant la nuit. Son activité cérébrale avait considérablement diminué. Les médecins discutaient des soins de fin de vie avec sa famille. La capitaine Vasquez lui avait rendu visite, amenant les parents de Sarah de Tucson. La chapelle de l'hôpital était remplie d'officiers et de membres de la famille priant pour un miracle que la science médicale ne pouvait pas fournir. Le docteur Chen a convoqué une autre conférence. 20 spécialistes se sont réunis dans la salle de conférence principale de l'hôpital, examinant chaque aspect du cas de Sarah. Les résultats des tests couvraient les murs, et les revues médicales étaient ouvertes sur des articles pertinents. Les écrans d'ordinateur affichaient des scanners cérébraux, des analyses sanguines et des données de surveillance cardiaque. La salle bourdonnait d'expertise médicale frustrée. Nous passons à côté de quelque chose de fondamental, a annoncé le docteur Chen au groupe. Une personne de 34 ans en bonne santé ne commence pas à mourir sans raison. Il doit y avoir une explication. Le docteur Webb a présenté les résultats neurologiques. L'activité cérébrale suggère une exposition toxique, mais nous ne pouvons pas identifier la toxine. Le schéma ne correspond à aucune substance connue. Le docteur Park a partagé les résultats toxicologiques. Nous avons testé plus de 300 composés différents. Rien de significatif n'a été détecté, mais les symptômes suggèrent certainement un empoisonnement d'une sorte. Le cardiologue a signalé des rythmes cardiaques irréguliers compatibles avec une interférence chimique. Le pneumologue a noté des schémas de détresse respiratoire typiques des toxines inhalées. Chaque spécialiste a confirmé sa pièce du puzzle, mais l'image complète est restée invisible. Alors que la conférence se poursuivait, Marcus était escorté à travers l'hôpital pour son évaluation psychiatrique hebdomadaire. Le trajet l'a fait passer devant les fenêtres en verre de la salle de conférence. Il a aperçu les médecins réunis, le mur de résultats de tests et la frustration évidente sur leurs visages. C'étaient des esprits médicaux brillants, mais ils abordaient le problème d'un point de vue purement clinique. L'expérience de Marcus en tant qu'ambulancier paramédical lui avait appris différentes approches diagnostiques. En médecine d'urgence, vous apprenez à tenir compte des facteurs environnementaux, des risques professionnels et des scénarios d'exposition inhabituels.
Les médecins hospitaliers se concentraient sur les maladies et les affections. Les ambulanciers paramédicaux traitaient les accidents, les expositions et les dangers environnementaux. Cet après-midi, Marcus a demandé une réunion avec le coordonnateur médical de la prison. Le docteur James Morrison supervisait les soins de santé des détenus du comté et entretenait des relations avec le personnel de l'hôpital général de Phoenix. Marcus avait établi une relation de confiance avec le docteur Morrison pendant son incarcération, aidant en cas d'urgence médicale parmi ses compagnons de cellule. « J'ai besoin de partager des informations sur l'affaire de la policière », a déclaré Marcus au docteur Morrison. « Je pense que je pourrais savoir quelque chose que les médecins manquent. » Le docteur Morrison a écouté avec scepticisme Marcus expliquer sa théorie. Un criminel de carrière offrant des conseils médicaux semblait peu susceptible d'aider, mais les antécédents de Marcus en tant qu'ambulancier paramédical ont donné de la crédibilité à ses paroles. Son aide précédente en cas d'urgence médicale de détenus s'était avérée précieuse. « Qu'est-ce que vous pensez savoir exactement ?» a demandé le docteur Morrison. Marcus s'est penché en avant, son expression sérieuse. Le schéma des symptômes suggère un type d'exposition spécifique que les médecins de l'hôpital n'envisageraient normalement pas. C'est quelque chose que j'ai rencontré 2 fois au cours de mes années en tant qu'ambulancier paramédical. Les 2 cas ont été initialement mal diagnostiqués parce que la cause semblait impossible. Il s'est arrêté, s'assurant de l'attention totale du docteur Morrison. Je pense qu'elle a été exposée à quelque chose pendant ses fonctions de policière, quelque chose qui n'apparaîtrait pas sur les tests toxicologiques standards parce que les médecins ne sauraient pas quoi chercher. Les symptômes correspondent parfaitement, mais seulement si vous comprenez le mécanisme d'exposition. Le docteur Morrison a étudié Marcus attentivement. Les connaissances médicales du détenu étaient indéniables. Ses intuitions diagnostiques s'étaient déjà révélées exactes. Mais suggérer qu'un prisonnier pouvait résoudre une affaire que 20 spécialistes ne pouvaient pas semblait tiré par les cheveux. Même si vous avez raison, a déclaré le docteur Morrison, comment convaincre l'équipe de l'hôpital d'écouter les conseils médicaux d'un détenu? Marcus a souri sinistrement. Nous ne leur disons pas la source initialement. Nous présentons simplement la théorie et laissons les preuves parler d'elles-mêmes. Le docteur Morrison a regardé Marcus pendant un long moment, pesant la situation impossible. Un criminel condamné affirmant qu'il pouvait résoudre ce que les meilleurs esprits de l'hôpital général de Phoenix ne pouvaient pas. Le coordonnateur médical avait vu suffisamment de cas inhabituels pour savoir que les réponses venaient parfois de sources inattendues. « Quelle est votre théorie ?» a demandé le docteur Morrison, se penchant en arrière sur sa chaise. Marcus a pris une profonde inspiration. Empoisonnement au sulfure d'hydrogène, mais pas des sources habituelles que les médecins considéreraient. Les mots flottaient dans l'air. Le docteur Morrison a froncé les sourcils, sa formation médicale se mettant en marche. Sulfure d'hydrogène, cela apparaîtrait sur les tests de chromatographie en phase gazeuse. Ils ont effectué des analyses approfondies. Pas si l'exposition était intermittente et que les tests n'ont pas été effectués immédiatement après le contact, a expliqué Marcus. Le H2S se décompose rapidement dans le sang. Au moment où elle est arrivée à l'hôpital, la détection directe serait presque impossible, mais les schémas de dommages cellulaires correspondent parfaitement. Marcus avait rencontré 2 cas similaires au cours de sa carrière d'ambulancier paramédical. Les 2 impliquaient une exposition prolongée à faible dose au gaz sulfure d'hydrogène. Le premier était un égoutier qui avait été exposé pendant des semaines avant que les symptômes n'apparaissent. Le second était un employé d'usine traitant des déchets industriels. Les 2 cas avaient été initialement mal diagnostiqués parce que l'exposition au gaz semblait impossible compte tenu de leurs environnements de travail. Les symptômes neurologiques, les irrégularités cardiaques, la détresse respiratoire. Marcus a continué, tout correspond à une toxicité au sulfure d'hydrogène. Le gaz se lie aux enzymes cellulaires, perturbant les processus métaboliques normaux. C'est pourquoi ces organes sont en train de défaillir systématiquement. Le docteur Morrison a ouvert le dossier de Sarah sur son ordinateur. Les symptômes correspondaient à un empoisonnement au sulfure d'hydrogène, mais la source n'avait aucun sens. Les policiers ne sont généralement pas exposés à des gaz dangereux lors de patrouilles de routine. Où un policier en patrouille rencontrerait-il du sulfure d'hydrogène? A demandé le docteur Morrison. Marcus avait réfléchi à cette question pendant des heures, au réseau d'égouts, aux accidents industriels, à la décomposition de matières organiques. Mais il y a une autre possibilité que les médecins n'envisageraient pas. Il s'est arrêté,
s'assurant qu'il avait l'attention totale du docteur Morrison. Les systèmes d'échappement des véhicules peuvent produire du sulfure d'hydrogène dans des conditions spécifiques. Si sa voiture de patrouille avait un système d'échappement endommagé combiné à certains problèmes de convertisseur catalytique, une exposition prolongée dans un véhicule fermé pourrait provoquer exactement ces symptômes. La théorie était troublante. Les policiers passent des heures chaque jour dans leur véhicule de patrouille. Un système d'échappement défectueux pourrait créer un piège mortel, empoisonnant lentement l'occupant pendant des semaines ou des mois. Les symptômes se développeraient progressivement, devenant aigus seulement lorsque les dommages cellulaires atteindraient des niveaux critiques. Le docteur Morrison a immédiatement appelé le service de toxicologie de l'hôpital général de Phoenix. Le docteur Lisa Park a répondu, sa voix tendue par l'épuisement. « Docteur Park, c'est James Morrison de County Medical. J'ai une question de consultation concernant l'affaire de votre policière. » « Toute aide serait appréciée, » a répondu le docteur Park. « Nous sommes à court d'options. Avez-vous spécifiquement testé les métabolites du sulfure d'hydrogène, pas seulement la détection directe du gaz, mais les schémas de perturbation enzymatique cellulaire compatibles avec une exposition au H2S? » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Le docteur Park passait en revue ses protocoles de test mentalement. « Nous avons effectué des analyses de gaz standard, a-t-elle finalement dit, mais le sulfure d'hydrogène se décompose rapidement. Nous n'avons pas spécifiquement recherché les marqueurs métaboliques. La présentation des symptômes est classique d'un empoisonnement au H2S, a continué le docteur Morrison. Déclin neurologique, arythmie cardiaque, détresse respiratoire et défaillance multiviscérale. Le calendrier suggère une exposition chronique à faible dose avec exacerbation aiguë. L'intérêt du docteur Park était clairement suscité. Quelle source d'exposition suggérez-vous? Dysfonctionnement du système d'échappement du véhicule, exposition prolongée dans une voiture de patrouille fermée. En moins d'une heure, l'équipe de toxicologie de l'hôpital général de Phoenix effectuait des tests spécialisés pour les métabolites du sulfure d'hydrogène. Ils ont examiné les niveaux d'enzymes cellulaires, à la recherche des schémas de perturbation spécifiques que Marcus avait décrits. Les résultats prendraient plusieurs heures, mais l'équipe médicale avait enfin une direction concrète à suivre. Pendant ce temps, la capitaine Vasquez a ordonné l'inspection immédiate de la voiture de patrouille de Sarah. Le véhicule était garé dans le garage d'entretien du service, après avoir été remorqué depuis le lieu de son effondrement. Les mécaniciens ont commencé à examiner le système d'échappement tandis que des spécialistes des matières dangereuses testaient les résidus de gaz. L'inspection a révélé des preuves dévastatrices. La voiture de patrouille de Sarah avait un collecteur d'échappement gravement endommagé qui fuyait depuis des semaines. La fuite était positionnée directement sous le système d'admission d'air du compartiment passager. Chaque fois que Sarah allumait la ventilation du véhicule, elle respirait de l'air contaminé. Le convertisseur catalytique montrait des signes de dysfonctionnement, créant des conditions qui produisaient des concentrations de sulfure d'hydrogène plus élevées que les émissions d'échappement normales. La combinaison du collecteur endommagé et du convertisseur défectueux avait transformé la voiture de patrouille de Sarah en une chambre à gaz mobile. De retour à l'hôpital, le docteur Park a convoqué une réunion d'urgence. Les résultats des tests spécialisés ont confirmé la théorie de Marcus. Le sang de Sarah montrait des niveaux élevés de sulfoglobine et d'autres marqueurs compatibles avec une exposition au sulfure d'hydrogène. Ces schémas d'enzymes cellulaires correspondaient à la perturbation causée par un contact prolongé avec le H2S. Comment avons-nous pu manquer cela? A demandé le docteur Webb, examinant les nouveaux résultats des tests. Parce que nous recherchions un empoisonnement aigu, a expliqué le docteur Park. Il s'agissait d'une exposition chronique avec des symptômes aigus. Le gaz lui-même avait disparu de son système depuis longtemps, mais les dommages cellulaires étaient importants. Le docteur Chen ressentait un mélange de soulagement et de frustration, le soulagement qu'ils avaient enfin un diagnostic, et la frustration qu'il ait fallu si longtemps pour le trouver. Quel est le protocole de traitement pour l'empoisonnement chronique au sulfure d'hydrogène? L'équipe médicale a rapidement recherché les options de traitement. L'empoisonnement au sulfure d'hydrogène nécessitait des soins de soutien immédiat et des thérapies antioxydantes spécifiques pour contrer les dommages cellulaires. Un débit élevé d'oxygène pouvait aider à déplacer le gaz de l'hémoglobine. Certains médicaments pouvaient protéger contre une détérioration cellulaire supplémentaire, mais le temps était critique. Sarah avait été exposée pendant des semaines, voire des mois. Les dommages cellulaires étaient importants. Même avec un traitement approprié, la guérison n'était pas garantie.
Alors que l'équipe médicale mettait en œuvre le nouveau protocole de traitement, le docteur Morrison était confronté à un dilemme éthique. La percée était venue des connaissances médicales d'un détenu, mais révéler cette source pourrait compromettre la crédibilité du traitement. Certains médecins pourraient rejeter le diagnostic simplement parce qu'il provenait d'un criminel condamné. Le docteur Morrison a décidé de présenter l'information comme provenant d'un ambulancier paramédical consultant ayant une vaste expérience du terrain. Ce n'était pas entièrement faux et cela a permis à l'équipe médicale de se concentrer sur le traitement de Sarah plutôt que de remettre en question la source. Le traitement a commencé immédiatement. Oxygénothérapie à haute concentration pour restaurer une fonction normale de l'hémoglobine, médicaments antioxydants pour prévenir d'autres dommages cellulaires et soins de soutien pour ses systèmes neurologiques, cardiaques et respiratoires. L'équipe médicale a travaillé jour et nuit à surveiller la réponse de Sarah à la thérapie ciblée. En moins de 12 heures, de subtiles améliorations sont apparues. L'activité cérébrale de Sarah a montré de légères augmentations sur la surveillance électroencéphalographique. Ses rythmes cardiaques se sont stabilisés marginalement, et sa fonction respiratoire s'est améliorée suffisamment pour réduire le soutien du ventilateur. Les changements étaient petits mais significatifs. Pour la première fois en une semaine, l'état de Sarah évoluait dans la bonne direction. La capitaine Vasquez a rendu visite ce soir-là, apportant des mises à jour sur l'enquête du service. Chaque véhicule de patrouille de la flotte était inspecté pour détecter les problèmes du système d'échappement. Les protocoles d'entretien étaient en cours de révision pour prévenir des incidents similaires. Le cas de Sarah avait révélé un problème de sécurité potentiellement à l'échelle du service. Des nouvelles de son pronostic ? A demandé la capitaine Vasquez au docteur Chen. Trop tôt pour le dire définitivement, a répondu le docteur Chen. Le traitement fonctionne, mais les dommages cellulaires étaient importants. Nous sommes prudemment optimistes. 3 étages au-dessus, Marcus était allongé dans sa cellule, sachant qu'il avait potentiellement sauvé une vie. Personne ne saurait jamais son rôle dans la résolution de l'affaire. Son nom n'apparaîtrait pas dans les revues médicales ou les études de cas, mais quelque part dans l'hôpital en bas, une policière se battait pour revenir du bord de la mort parce qu'un criminel condamné avait refusé de laisser les frontières professionnelles primer sur la compassion humaine. L'ironie n'échappait pas à Marcus. Il avait passé des années à répondre aux appels d'urgence, aidant des inconnus dans leurs pires moments. Maintenant, même derrière les barreaux, il trouvait encore des moyens de servir les autres. La prison avait changé sa situation, mais pas sa nature fondamentale. La guérison de Sarah serait longue et incertaine. L'empoisonnement au sulfure d'hydrogène causait des dommages durables qui pourraient affecter sa fonction cognitive, ses compétences motrices et sa santé globale, mais elle était vivante et s'améliorait alors que 20 médecins étaient prêts à discuter des soins de fin de vie. L'affaire serait finalement rédigée dans des revues médicales comme un exemple des défis diagnostiques en toxicologie, de l'importance de tenir compte des sources d'exposition professionnelles et environnementales, et de la nécessité de tests spécialisés lorsque les protocoles standards échouent. Mais la véritable histoire, l'histoire humaine de la façon dont l'expertise d'un ambulancier paramédical emprisonné a sauvé la vie d'une policière, resterait cachée dans les dossiers confidentiels d'un coordonnateur médical de prison de comté qui comprenait que la guérison pouvait venir des sources les plus inattendues. Au fil des jours, l'amélioration de Sarah s'est poursuivie à un rythme péniblement lent. Ses réponses neurologiques sont devenues plus fortes. La surveillance cardiaque a montré des rythmes de plus en plus stables. Son système respiratoire a commencé à fonctionner avec moins d'assistance mécanique. L'équipe médicale a célébré avec prudence chaque petite victoire tout en surveillant les reculs potentiels. Le docteur Chen a documenté chaque détail de la guérison de Sarah pour référence future. Les cas d'empoisonnement au sulfure d'hydrogène étaient rares en milieu hospitalier. La plupart se produisaient lors d'accidents industriels avec des symptômes aigus immédiats. Le schéma d'exposition chronique de Sarah représentait quelque chose d'entièrement différent. Un empoisonnement lent et insidieux qui imitait de multiples affections non liées. L'inspection de la flotte du service de police a révélé des résultats troublants. 17 véhicules de patrouille présentaient des degrés variables de problèmes du système d'échappement. 3 avaient des dommages suffisamment graves pour poser des risques immédiats pour la santé. La capitaine Vasquez a ordonné des réparations immédiates et a mis en œuvre des vérifications quotidiennes de la sécurité des véhicules. L'expérience de Sarah, qui a frôlé la mort, a potentiellement sauvé des dizaines d'autres officiers de destin similaire. Pendant ce temps, l'administration de l'hôpital était aux prises avec une question inconfortable. Comment leurs spécialistes les plus expérimentés avaient-ils manqué un diagnostic qui semblait évident avec le recul ?
La réponse résidait dans la nature même de la spécialisation médicale. Chaque médecin avait examiné Sarah à travers le prisme de son expertise particulière, et aucun n'avait considéré la situation environnementale globale. Le docteur Morrison a poursuivi son délicat numéro d'équilibriste. L'équipe médicale a attribué sa percée à une consultation avec un ambulancier paramédical expérimenté. Il n'avait pas besoin de savoir que cet ambulancier paramédical purgeait actuellement une peine pour vol à main armée. Les connaissances médicales ne reconnaissaient pas les murs de la prison ni les casiers judiciaires. La vérité restait la vérité quelle que soit sa source. Marcus avait repris sa routine normale à l'intérieur de la prison du comté. Ses compagnons de cellule posaient parfois des questions sur l'affaire de la policière, ayant entendu des rumeurs sur son implication. Il esquivait leurs questions avec une aisance rodée. Aider à sauver la vie d'un flic ne lui vaudrait pas la popularité parmi la population carcérale. Certaines choses étaient mieux tues, mais Marcus ressentait quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des années, un but au-delà de la survie. Ses connaissances médicales, dormantes depuis son arrestation, s'étaient avérées à nouveau précieuses. La prison lui avait enlevé sa liberté, sa carrière et sa réputation. Elle ne pouvait pas lui enlever sa capacité à aider les autres en situation de crise. 2 semaines après le diagnostic, Sarah a ouvert les yeux avec une véritable conscience pour la première fois. Le ventilateur mécanique avait été retiré 3 jours plus tôt. Son discours était pâteux, mais compréhensible. Les fonctions motrices ont montré une amélioration significative. Les tests cognitifs ont révélé des lacunes de mémoire, mais ses processus de pensée fondamentaux semblaient intacts. Ses parents ont pleuré de soulagement alors que Sarah les reconnaissait. Son partenaire, l'officier Jake Rodriguez, lui rendait visite quotidiennement, la tenant au courant des nouvelles du service et de l'évolution des affaires. Tout le commissariat avait suivi sa guérison. Des dizaines de cartes de prompt rétablissement couvraient les murs de sa chambre d'hôpital. Le docteur Park a rendu visite à Sarah pour lui expliquer ce qui s'était passé. L'explication a été soigneusement élaborée pour se concentrer sur les aspects médicaux plutôt que sur la façon dont le diagnostic avait été découvert. Sarah écoutait avec un étonnement croissant en apprenant sa voiture de patrouille endommagée et les semaines d'empoisonnement invisible. « Je me souviens m'être senti fatigué pendant les quarts de travail », a dit Sarah, sa voix encore faible. Des maux de tête qui ne disparaissaient pas. Je pensais que c'était juste le stress du travail. Le docteur Park a hoché la tête. L'exposition chronique au sulfure d'hydrogène produit des symptômes subtils qui s'aggravent progressivement. Au moment où les symptômes aigus sont apparus, les dommages cellulaires étaient importants. La guérison de Sarah est devenue une étude de cas au sein de l'hôpital général de Phoenix. Les résidents en médecine se sont relayés dans ses soins, apprenant la toxicologie environnementale et l'importance de tenir compte des risques professionnels. Son cas influencerait la façon dont les futures maladies mystérieuses seraient abordées. La capitaine Vasquez a utilisé l'incident pour promouvoir des améliorations de la sécurité à l'échelle du service. Les nouveaux protocoles exigeaient des inspections mensuelles des véhicules avec une attention particulière au système d'échappement. Les officiers ont reçu une formation sur la reconnaissance des symptômes d'exposition chimique. L'expérience de Sarah, qui a failli mourir, transformait la culture de la sécurité du service de police. Les médias ont fini par apprendre l'affaire, bien que tous les détails soient restés confidentiels. Les nouvelles locales ont rapporté la mystérieuse maladie qui avait failli tuer une policière dévouée et comment la persévérance médicale lui avait sauvé la vie. L'histoire s'est concentrée sur la percée diagnostique de l'hôpital et les améliorations de la sécurité du service. Marcus a regardé la couverture médiatique depuis la salle commune de la prison. Voir la guérison de Sarah rapportée à la télévision a apporté une satisfaction tranquille. Personne ne l'associerait jamais à sa survie, mais cela n'avait pas d'importance. Il était resté fidèle à son serment d'ambulancier paramédical d'aider ceux qui en avaient besoin, même derrière les barreaux. 3 semaines après sa guérison, Sarah a commencé la physiothérapie. L'exposition au sulfure d'hydrogène avait affecté sa coordination et sa force musculaire. Des tâches simples comme la marche nécessitaient un effort concentré, mais sa détermination a impressionné le personnel de réadaptation. Les policiers étaient formés pour surmonter les obstacles, et Sarah a abordé sa guérison avec la même ténacité qu'elle avait montrée en patrouille. Le docteur Chen s'arrêtait souvent dans la chambre de Sarah lors de ses tournées. L'affaire avait profondément affecté son approche de la médecine diagnostique. Elle avait commencé à poser des questions différentes sur les maladies mystérieuses, les facteurs environnementaux,
les expositions professionnelles et les circonstances inhabituelles que les protocoles standards pourraient manquer. Cette affaire a changé ma façon de penser à la médecine, a dit le Dr Chen au Dr Morrison lors d'une rencontre fortuite dans la cafétéria de l'hôpital. Le Dr Morrison a souri en connaissance de cause. Parfois, les idées les plus importantes viennent de sources inattendues. Le commentaire avait une signification plus profonde que le Dr Chen ne pouvait pas pleinement saisir. Elle a hoché la tête, supposant qu'il voulait dire la nature collaborative du processus diagnostique. En vérité, il pensait à un criminel condamné dont l'expertise médicale avait sauvé la vie d'une policière. La guérison neurologique de Sarah a dépassé les attentes initiales. Les tests cognitifs ont montré une amélioration constante. Ses lacunes de mémoire se comblaient. La coordination motrice revenait à des niveaux presque normaux. Le Dr Webb a prudemment prédit qu'elle pourrait éventuellement reprendre ses fonctions à plein temps, bien que cela nécessiterait des mois de réadaptation. Le service de toxicologie a utilisé le cas de Sarah pour élaborer de nouveaux protocoles pour les enquêtes sur les empoisonnements environnementaux. Ils ont créé des listes de contrôle pour les expositions professionnelles, les risques chimiques liés aux véhicules et les schémas de toxicité chronique par rapport à la toxicité aiguë. Les futurs patients bénéficieraient des leçons tirées de l'épreuve de Sarah. L'officier Rodriguez a apporté à Sarah des mises à jour sur ses affaires actives, les documents qu'elle avait traités avant son effondrement, les enquêtes qui avaient été réaffectées à d'autres détectives et la routine normale du travail de police qui avait été interrompue par sa mystérieuse maladie. Les gars s'ennuient de t'avoir autour, lui a dit Rodriguez lors d'une visite. Le commissariat n'est pas le même sans Martinez pour garder tout le monde en ligne. Sarah a souri, bien que parler nécessitait encore un effort. Je reviendrai, peut-être pas demain, mais je reviendrai. Sa détermination a impressionné tous ceux qui étaient impliqués dans ses soins. Les physiothérapeutes ont noté sa motivation exceptionnelle. Les infirmières ont commenté son attitude positive malgré le processus de guérison difficile. Sarah a abordé la réadaptation de la même manière qu'elle avait abordé le travail de police, avec un dévouement professionnel et une fierté personnelle. Le Dr Morrison vérifiait occasionnellement les progrès de Sarah grâce au dossier de l'hôpital. Il n'a jamais visité sa chambre ni ne s'est identifié comme étant lié à son cas, mais savoir qu'elle se rétablissait lui procurait une profonde satisfaction. Sa décision de faire confiance aux idées médicales de Marcus s'était avérée correcte. L'affaire avait également renforcé la relation du Dr Morrison avec plusieurs membres du personnel hospitalier. Le Dr Park le consultait parfois sur des cas de toxicologie inhabituels. Le Dr Chen a demandé son point de vue sur les questions de santé environnementale. La collaboration née de la crise de Sarah a continué de profiter à d'autres patients. Un mois après son diagnostic, Sarah a tenté ses premiers pas sans assistance. Les séances de physiothérapie avaient progressivement renforcé sa force et sa coordination. L'étape représentait plus qu'un progrès médical. Elle symbolisait son voyage de retour du bord de la mort. Ses parents ont documenté le moment avec leur téléphone, des larmes coulant sur leur visage. On leur avait dit de se préparer aux funérailles de leur fille. Maintenant, ils la regardaient marcher à nouveau. La transformation semblait impossible. Pourtant, elle était là, faisant des pas prudents mais déterminés à travers la chambre d'hôpital. La capitaine Vasquez a rendu visite cet après-midi avec des nouvelles officielles. La voiture de patrouille de Sarah avait été déclarée perte totale en raison de dommages importants au système d'échappement. L'assurance du service couvrirait les coûts de remplacement. Plus important encore, le fabricant enquêtait sur des problèmes similaires dans d'autres véhicules à l'échelle nationale. Votre cas pourrait empêcher que cela n'arrive à des officiers dans d'autres villes, a expliqué la capitaine Vasquez. Le fabricant publie des bulletins de sécurité et des protocoles d'inspection. Sarah a hoché la tête, comprenant les implications plus larges. Sa souffrance avait un sens au-delà de la guérison personnelle. D'autres agents des forces de l'ordre seraient protégés à cause de ce qui lui était arrivé. Le mystère médical qui avait consumé 20 spécialistes pendant une semaine s'était transformé en une histoire de succès, de persévérance, de collaboration et